Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la 17e enquête que j'ai menée sur ma chaîne et dont je vous ai parlé notamment dans l'onglet communauté de ma chaîne. Je vous avais donné le choix entre plusieurs enquêtes que je pourrais faire et cette 17e enquête va se porter sur comment est-ce que j'imagine l'Occident, notamment en 2043, mais aussi sur d'autres sujets dont je vous parlerai par la suite. Donc, tout d'abord, je ne suis pas devin. Et je vais tenter, avec des données les plus sourcées possibles, d'essayer de deviner en quoi le monde de demain, enfin plutôt à quoi le monde de demain pourrait ressembler. Certaines informations et sources que je mentionnerai viennent aussi d'anciennes enquêtes. Pour ceux qui auraient imaginé des lendemains qui chantent, je suis désolé de vous décevoir, mais cela ne sera pas du tout le cas. Cette enquête sera probablement la plus longue de ma chaîne. Celle-ci sera divisée en plusieurs parties. Le volet religieux, politique, social, économique et environnemental. Et alors, c'est peut-être cette enquête, euh, la prédiction peut-être la plus dramatique, la plus négative. Alors concernant le volet économique, je vais brièvement en parler, car évidemment je ne suis pas économiste, et je vais essayer d'éviter de dire des choses sur des sujets que je ne maîtrise pas. Et ces sujets vont se trouver dans la première partie qui s'appelle Constatations actuelles. La seconde partie sera le monde en 2043 avec les catégories du début, et le monde d'après. Et par la suite, y a-t-il encore de l'espoir? Et le dernier volet sera ma société si j'étais au pouvoir, avec évidemment les catégories du début. Alors commençons par le volet religieux. L'Occident, ce qu'on appelle aussi le monde blanc, d'aujourd'hui est, comme vous êtes probablement au courant, très fragmenté. Et cela ne va pas s'arranger. Il y a notamment de plus en plus de gens se réclamant comme athées. Les pays où la situation est la plus dramatique est la Suède, considérée comme le pays le plus athée au monde avec 85% de sa population ne se réclamant d'aucune religion. Nous avons l'Estonie à 80% d'athées et la République tchèque avec seulement 32% de Tchèques se déclarant religieux. Et en 2021, 51% des Français se déclarant sans religion. Ce qui est quand même très triste pour un pays qui fut surnommé pendant longtemps la fille aînée de l'Église. La conclusion est que malheureusement, même dans les pays les plus religieux comme la Pologne, en Europe de l'Est, l'athéisme, qui est une conséquence du gauchisme, va mécaniquement conduire à plus d'athéisme, ce qui va avoir pour conséquence la fermeture d'églises, voire malheureusement la destruction de celles-ci et la construction à la place de parkings, de centres commerciaux. Églises qui, n'oublions pas, ont fait partie de la vie de nos ancêtres pendant des générations et donc qui sont entrées dans le patrimoine. Une église vaut infiniment plus qu'un vulgaire parking ou magasin. Le lien que je vais faire pourrait sembler excessif, mais ce que font les capitalistes en détruisant les églises me rappelle ce que les terroristes de Daesh ont fait avec les monuments antiques en les détruisant. Les deux voulant détruire l'histoire, l'un pour l'argent et l'autre à cause d'un fanatisme religieux. Selon l'INSEE, seulement 29% des Français se déclarent catholiques, ce qui est déjà très faible, on pourrait se dire qu'il y a pire. Mais le problème, c'est que selon ma définition d'un vrai catholique, c'est d'être pratiquant, et donc de faire tous les rites, comme le baptême, la communion, la confirmation, par la suite plus tard dans la vie, le mariage à l'église, parce que c'est bien d'être croyant, mais il faut aussi que cela s'inscrive dans les actes. Les idéologies comme le gauchisme, l'écologisme, et je fais bien la différence entre l'écologisme et l'écologisme qui est l'idéologie gauchiste, il ne faut pas confondre, comme j'ai pu le dire, avec l'écologie, qui est la protection de la nature et qui normalement ne devrait pas avoir d'étiquette politique. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller visionner vivement mon enquête numéro 8 qui s'appelle En quoi l'écologie est politique. En France, notamment, le nombre de pratiquants musulmans a dépassé le nombre de pratiquants catholiques, ce qui est très grave, et de plus en plus d'idéologies modernes nauséabondes remplacent les religions. Quelles sont les causes aussi de la baisse de l'influence de l'Église catholique? Beaucoup de gens, sous l'influence du gauchisme, veulent de plus en plus une sécularisation de l'Église catholique. De même, certaines personnes trouvent que certaines choses sont anachroniques dans celles-ci. Quand on rajoute en plus l'individualisme, c'est catastrophique. Le nombre d'ordinations de prêtres a baissé en France, baissant de 30% entre 2022 et 2023.
L'Église d'aujourd'hui, depuis Vatican II, de plus en plus, essaye de rester dans l'air du temps. Le problème, c'est que même si dans l'histoire, l'Église a essayé, au contact d'autres doctrines, de se remettre en question, la majorité des principes initiaux restèrent les mêmes. Malheureusement, avec les changements anthropologiques très forts de notre époque, n'est-ce pas une corruption que de vouloir ressembler de plus en plus au monde en déliquescence? Ce qui est complètement absurde. Vaut mieux qu'elle reste elle-même que de vouloir essayer de garder le plus de fidèles possible en changeant complètement de fusil d'épaule. Ce qui me fait penser, même si on ne va pas participer à des élections avec l'Église, Marine Le Pen a tellement dédiabolisé son parti qu'elle n'est que l'ombre d'elle-même pour être présidentiable, tandis que Éric Zemmour a gardé les principes identitaires. Et j'ajouterais en plus que on pourrait croire que la dédiabolisation de Marine Le Pen a fait qu'elle est aujourd'hui plus populaire. Mais c'est totalement, enfin, je pense que la dédiabolisation n'a pas eu vraiment beaucoup d'impact puisque les gens, est-ce qu'ils votent pour Marine Le Pen à cause de la dédiabolisation ou est-ce qu'ils votent pour Marine Le Pen parce que, vous savez, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la politique et lorsqu'ils voient Marine Le Pen, ils pensent que c'est, parce qu'ils ne connaissent pas ou peu Éric Zemmour, ils pensent peut-être que c'est la plus radicale entre guillemets. Pour autant, voilà, je pense que même s'il n'y avait pas eu la dédiabolisation, les gens auraient quand même voté pour Marine Le Pen, peut-être un peu moins, mais pas non plus énormément moins, parce que tout simplement, voilà, les gens en ont marre en fait du système politique, en tout cas du système actuel, et c'est un vote de ras-le-bol. Et il est très possible que les gens y pensent, voilà, que avec la stratégie de dédiabolisation, elle va peut-être au pouvoir changer de fusil d'épaule et être très identitaire comme Éric Zemmour. Mais j'en doute fortement. Parce que le problème, c'est qu'à force d'avoir une tiédeur idéologique, on finit déjà parce que lorsqu'elle sera au pouvoir, elle va avoir tous les gauchistes en face d'elle, donc ça va déjà être très compliqué. Mais voilà, ça va être compliqué. Contrairement à ce que beaucoup de gauchistes disent, non, ce ne sont pas les musulmans qui sont les plus persécutés, mais les chrétiens, avec 5898 morts en 2021, soit 24% de plus qu'en 2020. Concernant le volet politique, l'Occident va connaître des bouleversements. Tout d'abord, nous avons une montée de plus en plus forte de la droite partout en Europe, avec notamment l'idée qui est, en gros, identité et démocratie, qui est la droite patriote, la droite identitaire, la droite notamment patriote, enfin, je viens de le dire, euh, ce qui souligne un ras-le-bol de la part des Européens de se laisser aller gauchistes. Concernant les USA, il est possible qu'avec le temps, avec l'arrivée de plus en plus forte notamment de Mexicains et d'étrangers, il soit de plus en plus compliqué pour les républicains de gagner à part s'ils font des concessions aux immigrés. Le Royaume-Uni, quant à lui, sécurise ses relations avec les USA et continue de commercer avec certains membres et non membres de l'UE. Le taux de chômage en UE est assez faible, à part dans les pays du Sud où c'est plus compliqué. Le pays où c'est le plus compliqué, c'est l'Espagne, avec 11,5% de chômeurs, et la Grèce, 11%, contre seulement 2,9% pour la Pologne. Aux USA, nous avons 3,9% de chômage, ce qui est légèrement devant la Pologne. Autre élément qui reflète l'indice socio-économique, c'est le PIB par habitant, qui en Europe est le plus élevé, notamment au Luxembourg, avec 92 000 euros par habitant. Le plus bas est celui de la Bulgarie, avec 20 700 euros par habitant. Le PIB par habitant des USA fut de 76 329 $ en 2022. Concernant le pourcentage de personnes ayant le diplôme d'études supérieures, il était de 62,3% en 2022 contre 24,2% pour la Roumanie et finalement les USA avec 51,3%. Alors les gens ils pourraient me dire mais pourquoi tu parles toujours de 2022, on est en 2024. C'est juste que les derniers chiffres qu'on a datent de 2022. Voilà. Concernant le taux de personnes actives en UE, il était de 74,6% en 2022 contre en février 2024. Alors là, il y a une exception parce que il y a peut-être l'un ou l'autre chiffre qui date de 2024, mais la majorité date de 2022. Donc, en février 2024 aux USA, ce fut 62,5% de personnes actives. Concernant le volet écologique, je vous renvoie à mon enquête numéro 8 qui s'appelle En quoi l'écologie est politique. Le monde en 2043 a beaucoup changé. Depuis 2024, tout d'abord en Espagne, la Catalogne est devenue indépendante, avec l'effacement progressif de la droite.
au fil des années et la gauche a maintenu son pouvoir, donnant de plus en plus de gages aux nationalistes catalans jusqu'à l'indépendance totale. La France, enfin ce qu'il en reste, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des territoires ont fait sécession comme la Seine-Saint-Denis, Sarcelles, Trappes, Paris est devenu un vaste dépotoir. Le tourisme s'est craché, la ville de Versailles, Créteil, Nantes, Marseille. Seule la diagonale du vide est préservée du changement de population. Toutes ces cités-États et tous les territoires et campagnes aux alentours sont vassales, même si dans l'islam le terme de vassal n'est pas utilisé, du califat islamiste européen qui s'est étendu dans toute l'Europe de l'Ouest. Parce que je ne vous ai pas dit avec l'histoire avec l'Espagne, et l'Espagne malheureusement, tout comme le Portugal, se sont fait aussi envahir, à part le califat. La seule résistance qui subsiste en Europe se retrouve soit dans les campagnes, en tout cas dans certaines campagnes de la diagonale du vide, soit dans les montagnes, et mène des actions de guérilla et de sabotage. Et comme Michel Houellebecq l'avait expliqué dans son livre Soumission, la majorité de la population blanche dans ce bouquin-là s'est soumise à la charia. La Suisse, quant à elle, tout comme l'Autriche, sont devenues des dictatures ultranationalistes, considérant que c'est peut-être le seul moyen de faire face à cette menace. Et alors, quand je vous parlais de Seine-Saint-Denis, Sarcelles, Trappes, Paris et tout le bazar, évidemment, je n'ai pas cité toutes les cités ou toutes les villes où il y a quasiment une majorité de musulmans, parce que sinon, ça me prendrait énormément de temps. En 2027, lorsque Marine Le Pen s'est fait élire, les différentes cités et villes, et certaines des villes, se sont révoltées, mais malheureusement, beaucoup d'États arabes reconnaissaient ces territoires comme des États à part de la France, et donc ont reconnu leur indépendance, ce qui a fait retirer l'armée de ces territoires et qui a démoralisé les Français qui, n'ayant plus d'espoir en 2032, ont fait élire un candidat d'extrême gauche, qui proclama la 6e République et qui interdit toute opposition. Bref, la France est devenue comme un pays d'Amérique du Sud. Ce que je veux dire par un pays d'Amérique du Sud, ça veut dire que souvent dans les pays d'Amérique du Sud, on a soit la droite dure, soit l'extrême gauche qui arrive au pouvoir. Par la suite, au début des années 2040, la majorité des jeunes étaient musulmans. De plus en plus de gauchistes se firent attaquer. Jusqu'au coup d'État qui fut commis par des islamistes, la gauche avait cessé d'exister. En Belgique, enfin ce qui s'appelait la Belgique, la Wallonie qui en 2034 eut une majorité de gens du PTB qui furent élus, tout comme à Bruxelles, prirent le pouvoir et refusant de faire un gouvernement avec le Vlaams Belang majoritaire en Flandre, ils ont décidé, tout comme les Flamands, de faire sécession. Les gauchistes ont eu le même sort que ceux de France en 2040. Les islamistes prennent le pouvoir, tandis qu'en Flandre, malgré la construction d'un mur des années plus tard avec la population vieillissante et le peu de jeunes qui veulent aller se battre, les pensionnés ont beaucoup moins de pensions et meurent, n'arrivant plus à subvenir à leurs besoins, et finalement la Flandre tombe aux mains des djihadistes. Le califat de Belgique est proclamé et à Bruxelles, toute l'Europe de l'Ouest est sous le contrôle des islamistes. Les seuls pays qui s'en sortent le mieux sont les pays du Nord qui ont perdu leur système social au profit d'un militarisme extrême. Les USA essayent tant bien que mal de les financer, tout comme l'Irlande, qui sont encore des territoires préservés, Irlande qui a annexé Ulster, cette ancienne province du Royaume-Uni qui voulait être sous sa protection. La Pologne est devenue depuis quelques années la première puissance européenne au niveau monétaire et aussi au niveau de l'armée. Celle-ci, avec sa nouvelle puissance, elle décida il y a quelques années, lorsqu'enfin la guerre russo-ukrainienne arriva à son terme, la Pologne en profita que la Russie soit si affaiblie pour envahir la Biélorussie. La Russie, pris de court, fut sommée par la Biélorussie que le reste de son territoire soit annexé par elle. Tous les pays de l'Est restèrent dans l'OTAN, y compris la Russie. En effet, depuis la guerre russo-ukrainienne et la victoire qui n'en fut pas tellement une, car après tellement d'années de conflits, seulement la Crimée, les territoires de Donetsk et de Lugansk furent reconnus par l'Ukraine comme étant russes. Poutine fut assassiné et l'armée prit le contrôle. Voyant que les USA n'allaient pas intervenir, comme la dernière fois, la Russie attaqua et annexa les territoires baltes, mais pendant ce temps-là, les pays d'Europe de l'Est arrivèrent jusqu'à Moscou, forçant la Russie à abandonner ses possessions territoriales, de nouveau un revers pour la Russie qui conduisit notamment la population musulmane à se révolter contre le pouvoir. C'est pour cela que la Russie a rejoint l'OTAN. Furieuse, la Chine envahit la Sibérie, la Russie ne sachant rien faire, dû à son manque de population là-bas, ne réagissait pas.
Concernant la Turquie, celle-ci a rejoint depuis longtemps les BRICS secrètement et finança, tout comme les pays musulmans, la résistance ouïghour en Chine, se faisant tous virer des BRICS. Et alors, en réponse, la Turquie a bloqué toutes les routes de la soie de la Chine, notamment passant par son territoire. La Turquie est quand même un drôle de pays, soutenant indirectement l'OTAN, mais d'un autre côté étant copine, en tout cas était copine avec les BRICS. Concernant le califat islamiste européen, le monde musulman est assez perplexe. L'Iran le soutient, comme l'Afghanistan, le Pakistan et tous les pays du Maghreb, et tout comme les pays du Proche et du Moyen-Orient, sauf le Maroc et la Tunisie, considérés comme les plus libéraux. Pays qui soutenaient le califat, qui n'oublient pas que les USA ont toujours été l'allié d'Israël, et que donc par conséquent, ils soutenaient cet État par anti-occidentalisme, mais pas par affinité idéologique concernant Israël depuis 2023 et la guerre qui s'en est suivie. À un moment dans cette guerre, un dirigeant important du monde arabe fut assassiné, les Arabes utilisant ce prétexte pour accuser les sionistes et pour essayer de refaire la guerre des 6 jours. Malheureusement, contre toute attente, les pays musulmans de la région et de plus en plus de pays, même occidentaux, étaient en faveur de la Palestine. Les Israéliens n'ont su rien faire face aux Arabes, qui n'ont eu aucune pitié envers eux, qui a été annexée par la Palestine, les Juifs subissant un deuxième holocauste par les Arabes. Ceux-ci les Juifs fuyèrent par millions Israël pour aller aux USA. Les USA promettant que les Arabes paieront pour ce qu'ils ont fait. Vous auriez pu vous demander, mais y a-t-il eu une troisième guerre mondiale dans ce scénario? En fait, non, car même si Taïwan a entraîné énormément de tensions entre la Chine et les USA, la Chine étant l'usine du monde, les conséquences seraient cataclysmiques si l'Occident intervenait dans la guerre sino-taïwanaise. De plus, l'économie américaine serait fortement impactée, avec, n'oublions pas, la Chine qui détient 800 milliards de dollars de dettes américaines. Du côté africain, avec le départ des Européens, et avec depuis quelques années l'alignement des Russes avec l'OTAN, l'opération Barkhane est un lointain souvenir. Et Boko Haram a étendu son influence du Nigeria au Mali, bref, en Afrique occidentale hors Maghreb. En regardant plus à l'est, nous avons la Fédération d'Afrique de l'Est, qui a réussi à se former étant la première puissance du continent et la plus fidèle alliée de l'Occident. Et puis nous avons l'Afrique du Sud, enfin ce qu'il en reste, qui depuis des années fut l'un des pays au monde le plus corrompu, pauvre et détruit de l'intérieur par des querelles intestines entre blancs et noirs. Malheureusement, malgré leur bilan désastreux, l'ANC a réussi à se maintenir au pouvoir et ceux-ci ont construit un narratif depuis des décennies expliquant que c'est à cause des Blancs et seulement de leur faute que l'Afrique du Sud est dans un état aussi déplorable, qui a fini par pousser les Noirs à commettre des massacres sur les Blancs. L'Afrique du Sud est divisée en 4 entités. La République africanaire, dirigée par des descendants de Hollandais et de Huguenots français, la République du Cap, dirigée par des descendants de Britanniques, la République sud-africaine, dirigée par ce qu'il reste de l'ancien gouvernement, et un royaume zoulou qui s'est étendu. Concernant les USA, le président du Mexique va appeler à l'aide concernant les cartels qui ont déstabilisé son pays en plusieurs zones de seigneurs de guerre. Les USA vont intervenir et vont réussir à vaincre les cartels, et les USA vont demander en compensation une occupation militaire des zones du nord du Mexique frontalières avec les USA. Cette guerre est très probable et les démocrates comme les républicains aujourd'hui notamment en majorité sont favorables à cette intervention. Concernant le Canada, la situation est plus que critique. Le prix des biens est arrivé à un tel point que de très nombreuses personnes furent dans la rue et devinrent des SDF mourant de faim. Le pays est devenu un enfer multiculturel comme la France le fut il y a 10 ans. La population a beaucoup augmenté, mais le Canada s'est beaucoup appauvri. Le Québec, voyant de plus en plus que dans ces grandes villes, l'anglais est de plus en plus parlé à cause de l'immigration massive, va pousser le Québec à faire un référendum reconnaissant l'indépendance totale du Québec, prétextant que la langue française était réellement en voie de disparition au Québec.
Mais ce référendum va foirer et qui va voir la majorité des migrants voter pour que le Québec reste une province du Canada. Les dirigeants indépendantistes furieux vont prétexter que c'est une énième fraude électorale. Le Canada étant trop faible à cause de tous ces problèmes ne veut pas intervenir et donc le Québec va appeler à l'aide les USA qui au départ n'étaient pas du tout intéressés d'intervenir, mais puisqu'il y avait intérêt à protéger leurs frontières contre l'immigration massive, ont décidé d'intervenir prétextant que le Canada est une idée révolue, qu'il faut abolir et que la révolution américaine n'a jamais été complètement terminée. Le Canada représentant les monarchistes et les USA les républicains. Lors de cette invasion, les USA vont créer un couloir entre l'Alaska et les USA, directement sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, et puis le territoire restant du Canada, isolé, sera appelé Cascadia et sera un État autonome au sein des USA, tandis que le Québec en profitera avec l'aide des USA pour envahir le reste du Canada et de sécuriser son indépendance. L'Inde fera de plus en plus face à des actes terroristes sur son sol de la part des islamistes, notamment depuis 2021, et de la victoire des talibans en Afghanistan et du départ des USA. Les tensions ont atteint un point de non-retour entre la coalition Pakistan-Afghanistan le Bangladesh, quant à lui, se sentant musulman certes, mais étant trop isolé et trop faible, n'oserait pas faire face à l'Inde, qui fut quand même la première puissance à reconnaître son indépendance en 1971, et par conséquent, elle eut de bonnes relations avec l'Inde dans sa révolte contre le Pakistan. Le Maroc pourrait, à l'avenir, dépasser la fédération est-africaine, notamment avec son immense installation de panneaux solaires et photovoltaïques dans le désert. Concernant les USA, la Californie, avec le fait qu'avec tous ces noms blancs, il est très peu probable que les grandes entreprises de la tech restent dans la Silicon Valley. Quand on voit notamment San Francisco aujourd'hui, cela ne va que s'aggraver. Il est possible que ces grandes entreprises vont aller au Texas comme Elon Musk, pas pour des affinités idéologiques, mais par sécurité. La Californie va alors probablement faire sécession. La Corée va probablement être réunifiée, les deux pays trouvant un compromis. La Corée réunifiée se dotant d'un président à vie de la famille des Kim, une forme de monarchie, mais en échange, la Corée va être un peu aussi en partie comme la Corée du Sud actuelle, cela veut dire une démocratie libérale. J'ai dépeint le volet politique, passons maintenant au volet économique. Avec une population de plus en plus vieillissante, l'IA va remplacer de plus en plus d'emplois, ce qui va pallier au manque de main-d'œuvre. Les gens alors au chômage auront soit le choix de la reconversion avec des formations et avec des salaires plus alléchants. Du fait que l'IA n'a pas les mêmes besoins biologiques évidemment que nous, elle va permettre de générer plus de profits et donc permettre un confort de vie plus grand. Et donc, je rajouterai aussi qu'il est probable que les gens vont faire beaucoup moins d'études supérieures et donc il est possible que seules les personnes qui veulent devenir les élites de la société continuent de faire des études supérieures. Et ce qui risque aussi de se passer, c'est que le QI moyen des gens va diminuer. Parce que les gens, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire durant leur temps libre? C'est ça la grande question qu'on pourrait se poser. D'ici 2050, il y aura 220 millions d'actifs en moins en Chine, notamment à cause de la politique chinoise d'avoir un enfant par femme. Malgré que le gouvernement chinois aujourd'hui pousse les femmes à refaire plus d'un enfant, les Chinois ne l'entendent pas de la même oreille. En plus de cela, la Chine va à l'avenir connaître un crash économique au niveau de l'immobilier, semblable, voire pire que celui qu'il y a eu en 2008 aux USA, mais les nouvelles routes de la soie pourraient rapporter assez d'argent pour faire face à ces crises. Je ne vois honnêtement pas la Chine devenir la première puissance mondiale en 2043, au contraire. Concernant la Corée, en ayant intégré la Corée du Nord, le pays va avoir des problèmes économiques assez forts, en plus du fait que la population coréenne, si la natalité n'augmente pas, sera en voie de disparition. Étant la plus faible au monde, en tout cas quand je parle du taux de natalité, c'est surtout en Corée du Sud. Le Japon va créer une alliance du Pacifique. Depuis des années, le Japon s'est remilitarisé et les États-Unis d'Amérique ont délégué de plus en plus de leur pouvoir dans le Pacifique aux Japonais. Dans cette alliance, nous avons Taïwan, la Corée, qui fut une ancienne alliée de Pékin. C'est rangé du côté occidental, nous avons les Philippines, l'Indonésie et le CANZ, anciennement appelé Kanzuk, union entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Mais depuis que le Canada a cessé d'exister, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fusionné pour donner l'Australasie. Le Vietnam étant aussi dans cette faction, aussi bizarre que cela puisse paraître,
Celui-ci, avec son entrée dans l'EMC, elle a eu des rapports de plus en plus amicaux avec les États-Unis d'Amérique face à ses anciennes alliées de la Chine. Revenons au côté économique. En ayant eu la sécession de la Californie, enfin quand il y a eu la sécession de la Californie, cela n'aura pas eu beaucoup d'impact sur le reste du USA au niveau économique, euh, car depuis un certain nombre d'années, c'est devenu le tiers-monde. Et comme je l'ai dit, toutes les grosses firmes ont été au Texas. C'est la population des USA qui a été grandement diminuée. En perdant 10% de sa population, les démocrates ont perdu un de leurs États clés. La pyramide des âges en Chine va être inversée, ce qui va probablement faire cracher l'économie chinoise. Le choc va être si brutal, étant donné que le changement de la pyramide s'est fait en un laps de temps très court. Avec le dérèglement climatique, le Maghreb, dans ce futur incertain, va faire face à des vagues d'immigration sans précédent. Venant d'Afrique subsaharienne, la majorité des pays du Maghreb qui vont détourner leur regard de l'Europe avec leur allié du califat pour s'occuper de ce flux de migrants, le Bangladesh, quant à lui, va de plus en plus déverser sa population sur l'Inde, Bangladesh qui sera, avec le dérèglement climatique, pratiquement totalement submergé par les eaux. Du point de vue politique, le califat européen est très divisé. La France, par exemple, est constituée majoritairement d'Algériens, région du califat étant appelée Nouvelle-Alger, puis nous avons l'Ibérie et le Benelux, constitués majoritairement de communautés marocaines. Cette région s'appelle Nouveau-Casablanca. Le Maroc ne reconnaît pas cette région comme étant marocaine, voulant se distancer un maximum du califat pour être allié, tout comme la Tunisie, des États-Unis d'Amérique. Puis nous avons la région de l'Italie appelée Nouvelle-Libye, et puis finalement l'Allemagne, Nouvelle-Turquie, et le Royaume-Uni, Nouveau-Pakistan. Ces régions dans ce califat ont une certaine forme d'autonomie, mais les islamistes essayent le plus possible de maintenir leur pouvoir dessus pour empêcher que ces communautés se tapent encore dessus, étant donné qu'à part l'islam qui les unit et la langue et la culture arabe, les Européens ont été vaincus. Leur dernier point de ralliement reste le combat final contre ce que les islamistes appellent la Babylone de Satan, les USA. Ce califat, pour se financer, fait comme durant la Révolution française, ce qu'il faisait notamment en Syrie à l'époque en 2011. C'était selon eux ce qui se passait, vous vous souvenez, je vous en avais parlé précédemment dans la vidéo. En fait, en 2011 en Syrie, ils ont détruit, notamment dans la région, notamment de l'ancienne Mésopotamie, ils ont détruit des monuments antiques. Et c'est une horreur, une hérésie inqualifiable. Il n'y a pas que le côté pécunier dans la vie. Et comme je disais, le califat islamiste européen va vendre des propriétés, des terrains, notamment en France, aux étrangers. Une nouvelle guerre froide, cette fois-ci, ce sera en 3 blocs au lieu de 2, entre le bloc arabe avec le Maghreb, l'Arabie sauf le Maroc et la Libye, puis l'Europe occidentale avec le califat, puis nous avons ce qu'il reste de l'OTAN avec les USA, le Québec, Cascadia, la Californie étant non alignée, le Mexique, même si les pays d'Amérique du Sud ne furent jamais impliqués directement dans les guerres mondiales, ils rentrèrent dans l'OTAN considérant que ce siècle sera le siècle de la croisade contre l'islamisme et le communisme, pays d'Amérique du Sud étant encore très chrétiens, sauf le Venezuela qui est dans les BRICS, qui avant n'était qu'une alliance, en parlant des BRICS, qui avant n'était qu'une alliance économique est devenue une alliance militaire. L'Inde est dans l'OTAN, tout comme le Bangladesh, le Pakistan fait partie des BRICS. Concernant la faction du Pacifique, elle fait aussi partie de l'OTAN. C'est juste, comme j'ai pu le dire, une délégation des pouvoirs de la part des États-Unis d'Amérique, de l'OTAN, qu'est-ce que je raconte, au Japon. Tout comme dans la précédente guerre froide, les USA vont essayer de lutter un maximum contre les coups d'État d'inspiration communiste, et cette fois-ci salafiste. En Amérique du Sud, notamment, qui fut dans leur giron depuis la doctrine Monroe. Même si l'Iran soutient un peu le califat islamiste, elle n'est pas dans le bloc arabe, tout simplement parce que de par le fait qu'elle est chiite, elle n'est pas du tout d'accord avec le sunnisme du califat. Et donc l'Iran fait partie des BRICS, même si celle-ci est islamiste.
Et ce pays qu'est l'Iran considère qu'il aurait plus à gagner avec la Chine, et notamment l'Éthiopie fait aussi partie des BRICS.